Chapitre 15, hystérésis. Premier défi, orthographier le mot hystérésis comme il faut. Deuxième défi, le prononcer comme il faut. Dernier défi, comprendre à peu près ce que ça veut dire et faire semblant de maîtriser le chapitre 15 pour l'examen qui s'en vient. Section 15.1, imagine-toi donc qu'il y a de l'énergie emmagasinée dans le champ magnétique. Si vous êtes familier avec les bobines d'inductance, symbole L sur les schémas électroniques, vous savez que l'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine est récupérable sous forme d'énergie électrique lorsque le champ magnétique dans la bobine d'inductance s'effondre et on va récupérer l'énergie sous forme de courant. Même principe avec les entrefers et les aimants. Lorsque vous avez un champ magnétique avec des lignes de flux, j'ai les dessinées en rouge ici, entre deux morceaux de métal, ça peut être deux aimants, là, nord, sud, ici comme ça. Ça, c'est les mêmes aimants, nord-sud, de ce côté-là. L'énergie est emmagasinée à l'intérieur du champ magnétique ou à l'intérieur des lignes de flux magnétiques et on peut la récupérer. L'énergie, on va l'appeler W et il faut la mettre là d'une certaine façon. Là. Donc, au début, il y en a pas de nord-sud, là, ce serait des morceaux ferromagnétiques. On prend notre énergie, on la pousse dans notre système, probablement en faisant circuler un courant ou en magnétisant nos morceaux ferromagnétiques. Ils vont devenir des aimants ou des électroaimants. L'énergie va se retrouver, hop, à l'intérieur du champ magnétique. Et lorsque le champ magnétique s'en va, par exemple parce qu'on arrête d'alimenter l'électroaimant avec du courant électrique, donc le nord et le sud, les pôles vont disparaître, on va récupérer l'énergie W qui était dans le champ. Lorsque le champ, on dit, va s'effondrer, ça veut dire que le champ va disparaître, cette énergie-là va redevenir disponible pour faire quelque chose. Maintenant, le concept d'énergie, là, ça peut être flou pour certains étudiants. C'est pas un truc chamanique ou un machin ésotérique, l'énergie. En science, là, on va définir l'énergie comme la capacité à accomplir un travail. On dit qu'un objet ou qu'un système ou qu'un corps possède de l'énergie lorsqu'il a la capacité d'accomplir un travail. Maintenant, quel travail ça peut être? Ben, n'importe quoi. Si tu as de l'essence à l'intérieur de ton réservoir d'essence de voiture, on va dire que tu as un certain nombre de joules, J majuscule, qui est emmagasiné dans le carburant du réservoir de ta voiture et ça te permet d'accomplir le travail, de te déplacer dans l'auto. Si tu as de l'énergie chimique là, que tu as mangé sous forme de déjeuner ce matin, on va dire que tu as un certain nombre de joules qui est accumulé dans ton corps ou dans ton estomac et tu peux utiliser ces joules-là, J, pour accomplir le travail d'étudier ou d'écouter mes vidéos plates. À toutes les fois que tu as la capacité d'accomplir un travail en sciences, on dit qu'on possède une certaine quantité virtuelle là, qu'on appelle l'énergie. Pour calculer l'énergie qui est emmagasinée dans un champ magnétique, vous avez besoin de la densité de flux magnétique en Tesla. C'est le B majuscule. On va le mettre au carré dans ce cas-ci. On a besoin du volume aussi dans lequel le champ magnétique est contenu. Le volume, là, dans ce cas-ci, ce serait la partie que je suis en train maladroitement de placer en rouge. Ici, je pense que vous la voyez bien, là. Ce serait le volume V qui est contenu à l'intérieur du cube. Donc, c'est le volume où il y a effectivement un flux magnétique. Donc, V, c'est le volume. On le mesure toujours en mètres cubes. Et en dessous de la barre de division, vous avez des constantes, là, 2 et mu0, qui, je vous rappelle, vaut toujours 4 pi fois 10 à la moins 7. C'est des farads par mètre, les unités de la perméabilité magnétique, mu0. Je vous suggère de jeter un œil à l'exemple 15.1 à l'intérieur du fameux livre de Wildy, notre chef spirituel à tous. Prochaine section, c'est la 15.3 là, qui est importante. On vous donne une autre équation qui ressemble étrangement à celle que je viens de vous montrer, à une différence près. La vois-tu? À place d'avoir le volume, on a plutôt une surface A majuscule à la place de V majuscule pour le volume. Cette fois-ci, là, on va vous donner cette équation-là. On va vous demander de calculer la force qui va agir sur un morceau de métal ferromagnétique lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. C'est assez facile quand le champ magnétique est uniforme, constant, et que le morceau de métal baigne, est immergé complètement dans le champ magnétique. Dans l'exemple que j'ai placé sur ma feuille, c'est pas le cas. Je vous lis la définition. On dit « Les matériaux ferromagnétiques subissent
Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. L'univers marche de même. Une force dans un champ magnétique. Comme ça serait très simple si le champ magnétique était uniforme et constant sur toute la page, j'ai choisi un exemple plus sport où le champ magnétique existe seulement dans une certaine zone de l'espace et ce sont les zones qui sont délimitées par les deux pôles nord et sud de mon aimant en forme de fer à cheval. À ce moment-là, on va utiliser comme surface seulement la surface où il y a effectivement du flux magnétique phi, c'est-à-dire la surface là, qui serait délimitée par la zone verte et qui serait hachurée en bleu sur ma feuille. Donc, on va aller calculer là, probablement base fois hauteur, base fois hauteur. On va vous donner là, les paramètres géométriques des pôles de l'aimant. Ici, base, hauteur, j'écris mal, mais tu as compris le principe. Et il va falloir additionner ces deux parties-là. Il va falloir cette surface-là plus celle-là, et ça va nous donner la surface totale qu'on va utiliser dans l'équation. Pour trouver B, en passant, c'est la même équation qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on va prendre le nombre de lignes de flux magnétique phi qu'on a dans les volumes verts, et ça, on va probablement vous le donner, là. Le nombre de Weber, soit pour le pôle sud, pour le pôle nord, ou pour les deux pôles combinés, on va vous le fournir. Typiquement, c'est en milli-Weber pour des aimants, là, dans des fois 10 à la moins 3 Weber, et vous allez diviser toutes ces lignes de champ par la surface A, perpendiculaire aux lignes de champ, on le voit bien ici, et on va aller chercher B, la densité de flux magnétique, en Tesla, de cette façon-là. Ensuite, même principe que tout à l'heure, on divise par 2 mu0 et ça nous donne la force en Newton, qui va être appliquée sur le morceau de métal ferromagnétique. Maintenant, cette force-là va dans quelle direction? Je pense que vous l'avez deviné, là. Je vous la dessine quand même, là. On va avoir une force d'attraction magnétique, F comme ça, vers le haut, et l'aimant va essayer d'attirer le morceau de fer ferromagnétique. Lorsque c'est un aimant, on peut avoir de la répulsion si les pôles sont sud-sud, nord-nord, mais lorsque c'est un morceau ferromagnétique, il va y avoir un phénomène de polarisation et on va avoir, qu'on le veuille ou non, un pôle sud de ce côté-ci, un pôle nord de ce côté-là, et le nord et le sud vont s'attirer, sud et nord vont s'attirer aussi, et on va avoir inévitablement, sans exception, une attraction entre l'aimant permanent et le ferromagnétique. C'est quelque chose que vous savez probablement déjà et que vous avez expérimenté. Section 15.4. On entre dans le vif du sujet. C'est vraiment la notion d'hystérésis là qu'on commence à aborder et qu'on va peaufiner au fur et à mesure là qu'on va tourner les feuilles. Ce qui est dessiné sur ma feuille, c'est un diagramme BH. À la verticale, on a l'axe sur lequel on va mesurer la densité de flux magnétique en Tesla. Sur l'axe horizontal, c'est le champ magnétique en ampères par mètre. La ligne noire représente le trajet dans l'espace BH pour un phénomène de magnétisation. Ce qui se passe, là, regardez, je peux vous dessiner rapidement ce qui générerait ce trajet-là. Là. Imaginez que vous avez un électroaimant, un solénoïde, avec un noyau ferromagnétique ici, et vous avez un autre électroaimant comme ça. Tiens, on peut les relier les deux ensemble, avec du moins de ce côté-là, du plus ici, un autre noyau ferromagnétique, et on place un matériau ferromagnétique ici. Au début, le matériau ferromagnétique, ce n'est pas un aimant. Il y a une densité de flux magnétique égale à 0 Tesla et il n'y a aucun courant électrique dans mes deux électroaimants à gauche et à droite. Au début, on est ici. Il n'y a aucun champ H qui est généré par mes électroaimants et en conséquence, il n'y a aucune densité de flux magnétique dans le matériau qui est entre les deux électroaimants. Ce matériau-là nous intéresse et c'est son comportement au fer qu'on va tracer dans le diagramme BH. Maintenant, voyons ce qui se passe si on force un courant électrique I à circuler à travers nos deux électroaimants. Ben, à ce moment-là, il va y avoir des lignes de flux magnétique
qui vont s'installer à travers de nos deux solénoïdes comme ça. Et en conséquence, il va y avoir un champ magnétique H qui va être produit dans l'espace entre les deux électroaimants. Le champ magnétique H, c'est lui qui va magnétiser le morceau de fer qui nous intéresse. Donc H, c'est la cause, et B, la densité de flux magnétique dans le fer, c'est la conséquence. C'est très important pour comprendre le phénomène de magnétisation, de commencer par le début et de voir que c'est H qu'on fait augmenter et en conséquence, on va mesurer B à l'intérieur du fer. Donc, voyons ce qui se passe. Si on augmente H tranquillement, donc on est rendu à ce point-là ici, on a un champ magnétique en ampères par mètre qui est petit, mais non nul, ben on va se ramasser avec, à l'intérieur du morceau de fer, tranquillement, une densité de flux magnétique phi, donc un B qui vaut quelque chose. Et c'est ce B-là qui est là. Donc, on est en train de magnétiser tranquillement un morceau de fer qui, au début, était non magnétique. Et au fur et à mesure qu'on augmente H, on va augmenter B, mais ce n'est pas linéaire. C'est pas quelque chose qui est une droite et qui peut monter à l'infini. En fait, à un moment donné, ça plafonne. Et le plafond en question, on va l'appeler le point de saturation. À un moment donné, là, t'as beau augmenter H comme un malade qui n'a pas de limite, ça donne plus rien. Tu peux augmenter H. Il n'y a rien qui t'empêche là, de faire circuler un courant I de fou dans tes électroaimants et puis de générer un champ magnétique H immense. T'as le droit de faire ça, là. C'est juste que ton morceau de fer va être saturé et tu seras plus capable de le magnétiser. Il va plafonner à une certaine valeur de B qu'on appelle le champ BM ou la densité de flux magnétique maximum. Donc ça, c'est B indice M. C'est le nombre de Tesla maximum qu'on peut donner à notre morceau ferromagnétique. C'est une propriété caractéristique des matériaux et de l'alnico 5 ou du fer doux, peu importe le type que vous choisissez, va avoir un BM qui est différent et qui lui est caractéristique. Ensuite, on pourrait se demander ce qui arrive si on inverse, si on fait diminuer, on va faire baisser notre courant I, donc on va diminuer notre H et tranquillement, on va ramener la densité de flux magnétique de plus en plus bas vers zéro. Mais regarde bien ce qui se passe. Lorsque tu enlèves complètement le H, lorsque H égale 0, il reste quand même de la densité de flux magnétique. On appelle ça la densité de flux rémanente ou rémanent. La densité de flux rémanent. Ça, c'est en Tesla, évidemment. Et c'est la densité de flux en Tesla qui va rester dans le matériau lorsque vous coupez complètement le champ magnétique H. Votre matériau ferromagnétique va se comporter comme un aimant encore. Il va rester magnétisé. Si on veut le démagnétiser complètement, il faut inverser le champ magnétique H et tomber dans le négatif. Il faut aller jusqu'à moins HC. Donc, on continue de diminuer le champ magnétique H, mais même à ça, là, on inverse le courant. Fait qu'à place de faire aller un courant vers le haut, ici, là, on a un courant vers le bas, et les lignes de champ vont s'inverser. Et tranquillement, on va être capable de ramener B jusqu'à 0. Mais pour ramener B à 0, il faut utiliser un champ magnétique qu'on appelle le champ coercitif et qu'on nomme H indice C. C'est la valeur nécessaire de champ magnétique pour ramener la densité de flux rémanent jusqu'à 0 avec un champ magnétique inverse. Bon, vous comprenez le principe, là? On a 4 quantités importantes. Le champ magnétique H indice M, c'est le champ maximum. Après ce champ-là, ça sert plus à rien d'augmenter H parce qu'on a atteint BM, la densité de flux magnétique maximum en Tesla. Ensuite, lorsqu'on essaie de démagnétiser, si on va jusqu'à H égale 0,
on a quand même une densité de flux rémanente qu'on appelle B indice R en Tesla. Pour se débarrasser de BR, il faut appliquer un champ magnétique H inverse dans le négatif égal à HC, et à ce moment-là, on va réussir à ramener B égale 0 dans notre matériau. Sur la prochaine feuille, c'est simplement un rappel pratique et fonctionnel pour solutionner les problèmes dans les exercices. En général, vous n'avez pas à chercher midi à 14 heures. Dans les exercices, vous utilisez l'équation B est égal à phi sur A. C'est la définition de la densité de flux magnétique. B est en Tesla, phi est en Weber, et A, c'est la surface perpendiculaire en mètres carrés. Souvenez-vous, A perpendiculaire à phi, sur laquelle les lignes de champ phi vont couper la surface. Ensuite, dans les exercices, vous devez consulter les diagrammes BH. Les diagrammes BH que je viens de vous montrer sur la feuille précédente, il y en a plusieurs dans le WILDI au chapitre 14, 15, 16, précédent et suivant. Et dans les exercices, vous devez absolument les consulter. Vous pouvez pas faire semblant qu'ils sont pas là. Les exercices sont construits avec ces diagrammes-là. Donc, vous allez les chercher et vous allez lire là-dessus des valeurs pour les champs rémanents, pour les stérésis, pour les surfaces aussi. Là, on va les voir tout à l'heure. Les surfaces d'hystérésis. Et ensuite, vous avez besoin d'une autre équation importante, c'est la force magnétomotrice qu'on appelle la FMM. On n'a pas d'autres variables. Ça, c'est égal au champ H fois la longueur du chemin magnétique, ampères par mètre. Et puis ça, c'est en ampères fois tours. On voit que les unités fonctionnent là. Des parampères fois des ampères, ça donne les ampères. Puis les tours, c'est pas une unité. Donc ça fonctionne. Et généralement, vous avez besoin de ces trois équations-là. Et celle-là, ça n'en est pas vraiment une. Là, c'est juste un rappel de consulte les graphiques au besoin. Parce que pour trouver B, tu vas avoir besoin d'un certain H. Et là, tu vas lire avec ta règle sur le graphique et ça le fait. Donc, dans les exercices, là, pour le chapitre 15, généralement, c'est les trois équations utiles. Maintenant, on doit parler du cycle d'hystérésis. Dans les moteurs, on va travailler avec souvent des courants alternatifs et on va faire bouger le champ magnétique H du positif vers le négatif. C'est normal parce que le champ magnétique H est une fonction du courant électrique I. Et le courant électrique I, en régime alternatif, c'est quelque chose de sinusoïdal ou d'à peu près sinusoïdal, comme ça, en fonction du temps t. Si vous avez un courant électrique alternatif, forcément, vous avez un champ magnétique H qui est alternatif lui aussi. C'est souvent ce qui se passe dans les moteurs et même avec les moteurs DC, là, avec un système de balai, on va faire alterner la polarité du champ magnétique et on va se ramasser essentiellement avec le même principe du cycle d'hystérésis. Ce qui se passe, c'est qu'au début, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on part avec des morceaux ferromagnétiques là, qui sont avec une densité de flux magnétique B égale à 0. Mais rapidement, là, dans le premier cycle, on va magnétiser notre fer et le champ magnétique H va augmenter dans le positif, probablement jusqu'à saturation. Ensuite, on va, en diminuant ici, là, quand le courant électrique, donc le champ va diminuer, on va revenir en arrière, par là. On va être rendu au point où le courant et le champ I sont égales à 0. Et il va nous rester de la densité de flux rémanente. On continue dans notre cycle, on est rendu à peu près ici, et on descend jusqu'à l'autre point de saturation, parce que ça existe dans le négatif aussi, cette saturation-là. Et là, on est rendu au minimum ici, et on repart de l'autre côté, comme ça. Là, on remonte la pente, on va passer par le 0, on va revenir au maximum et on va faire le tour de ce cycle-là. C'est le trait qui est en bleu. F fois par seconde. F, c'est la fréquence du courant alternatif en Hertz, Hz. C'est le nombre de fois par seconde
qu'on va changer de polarité pour le courant électrique et évidemment, là, notre champ H qui suit le courant électrique va lui aussi changer de signe F fois par seconde. Par exemple, si vous avez une fréquence de 60 Hz, comme pour le courant d'Hydro-Québec, vous changez de polarité 60 fois par seconde et vous faites donc 60 cycles d'hystérésis à chaque seconde dans votre moteur. On a des équations qui nous permettent d'aller calculer l'énergie perdue à chaque cycle. Pour calculer l'énergie perdue à chaque cycle, on utilise l'équation qui est ici, avec W en joules, qui représente la perte d'énergie dans le morceau ferromagnétique, S majuscule qui représente la surface. La surface, là, c'est la surface qu'on balaye pendant un cycle. Je l'ai faite en vert, je la réhachure en noir parce que c'était trop propre. Hein? Pas question que ce soit propre. Tiens, toi... On va le maganer, ça va être bien sale. Je me targue d'avoir les notes de cours les plus grunge de toute la province et je dois être à la hauteur. Je dois être à la hauteur de ma réputation. Peut-être Mathieu Riopel, c'est le Garneau qui est plus sale que moi quand il explique des choses, mais à part ça, d'après moi, là, on doit être les plus pas propres. S, notre surface, il faut aller la mesurer. C'est pas facile, là, surtout que c'est courbe. Dans le Wildy, là, ils vous fournissent des fois là, des courbes d'hystérésis qui sont relativement faciles à évaluer. Et V, c'est le volume. Le volume en mètres cubes de votre morceau ferromagnétique. Donc ça serait le volume de fer qui vous intéresse. On peut faire la même chose pour la puissance perdue. Par contre, la puissance, c'est en par seconde. Donc, ça, c'est pas en par cycle. Là, faire des notes sales, c'est correct, mais il faut que ce soit clair. Ça, c'est l'énergie perdue par cycle. Donc, ça, c'est à chaque cycle, vous calculez W et vous sachez que vous savez que vous perdez 2 millijoules, 4 millijoules pour un seul cycle. Maintenant, si tu es intéressé par la puissance P en watts qui est dissipée sous forme de chaleur, mais ça, c'est pas par cycle. La puissance, par définition, c'est du par seconde. 1 watt, là, c'est 1 joule par seconde. Donc là, tu as vu, la fréquence F en Hertz va intervenir dans le calcul et on doit prendre le W qu'on a calculé précédemment et on doit remultiplier ça par une autre fois le volume encore en mètres cubes, comme ça ici. Et ça va te donner la bonne réponse. Pour les exercices, vous avez le 15-2, le 15-3, le 15-5, le 15-7, le 15-11, ainsi que les exemples pertinents du chapitre de Wildy qui correspondent aux sous-sections que j'ai couvertes à l'intérieur du cours. Hugues vient de m'envoyer un message. Le vois-tu? C'est écrit Hugues Bernier, comité de quelque chose. Misère. Pas mieux que mort. Bon, vous avez noté ça, c'est à la page 197. Là, j'ai une série d'exemples à faire, mais je vais couper le vidéo pour pas qu'il soit trop long et je vais en faire un deuxième avec les exemples pertinents pour le chapitre 15 sur l'hystérésis et... oui, c'est ça, c'est l'exemple. Ah oui, je l'ai ici. Donc, je vous le refais dans un prochain vidéo. Allez, salut!